Alors voilà, le spectacle raconte l'histoire d'amour très passionnée et tourmentée entre Hannah Arendt et Martin Heidegger. Hannah Arendt étant juive à l'époque de la montée du nazisme et Martin Heidegger étant, lui, au contraire, un petit peu séduit par l'idéal du nazisme. Cette histoire d'amour a quand même perduré toute leur vie d'ailleurs. Là, la pièce se situe entre 1925, première rencontre, c'est une pièce en 5 rencontres, et la dernière rencontre est en 1950, à la fin de la guerre. Donc. Bon, Hannah Arendt est une... Alors elle est décrite, parce qu'on s'est bien sûr basé, la pièce est très documentée, même si ça reste une fiction, c'est-à-dire qu'il y a aussi des éléments inventés et imaginés, bien sûr. Mais c'est très documenté sur l'histoire réelle et la correspondance et tout ce qui s'est passé entre Hannah Arendt et Martin Heidegger. Et ce qu'on sait, c'est qu'Hannah Arendt était une jeune fille, au début de la pièce, elle a 18 ans, c'est une jeune fille très très brillante, qui est en même temps très affirmée dans son caractère et dans ses idées, mais qui est aussi très timide dans son comportement, en tout cas vis-à-vis du grand professeur qu'est Heidegger au moment où elle le rencontre. Au fur et à mesure de sa vie, évidemment, elle va affirmer sa personnalité, elle se montrera toujours très, très battante, très, comment dire, très allant de l'avant, très, très obstinée sur ses idées, même quand elle a été terriblement décriée au moment du fameux procès à Jérusalem, qui ne fait pas partie de la pièce, mais dont le titre se rapproche, puisque là, la fameuse notion de banalité du mal qu'elle a élaborée a inspiré l'auteur pour parler de la banalité de l'amour, le rapport sur la banalité de l'amour entre Martin Heidegger et Hannah Arendt. Et même à ce moment-là, si elle a été extrêmement perturbée par ce déchaînement contre elle, elle a vraiment gardé la tête sur les épaules, elle a continué à affirmer ses idées jusqu'au bout. Tout comme elle a pu défendre Heidegger, d'ailleurs, ce qui n'était pas évident après tout ce qui s'était passé. Tu as quelque chose à rajouter sur Hannah ? Non, c'est parfait. Quant à Martin Heidegger, alors lui c'est un brillant philosophe, comme on sait, Hannah Arendt aussi, hein, j'oublie des éléments qui sont un petit peu évidents, mais enfin on peut les rappeler. Révolutionnaire à son époque, c'est-à-dire qu'il a vraiment changé fondamentalement l'approche de la philosophie au moment où il est apparu, donc dans les années 20 en Allemagne. Il a apporté des idées, des éléments tout à fait nouveaux par rapport à la tradition. Certaines idées qui ont été reprises par Sartre d'ailleurs, entre autres, puis plein d'autres philosophes du XXe siècle et du XXIe. Et curieusement, cet homme brillant était quelqu'un de tout à fait médiocre en politique et il a été bizarrement séduit par le national-socialisme. Il n'était pas le seul, hein. Beaucoup d'intellectuels de l'époque ont été séduits par ce mouvement. Mais pour venir à sa psychologie, c'était quelqu'un qui ne voulait surtout pas compromettre quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il était marié, il avait des enfants, il avait donc une position à l'université très importante, et dans sa relation avec Hannah, il fallait surtout que rien ne bouge. Donc c'était des rendez-vous très secrets. Il avait sa passion d'un côté, qui l'inspirait beaucoup, qui était très, très importante dans sa créativité en tant que philosophe, si on peut dire. Et en même temps, il avait besoin d'Elfriede et des enfants, de sa famille. Il avait besoin que tout ça marche ensemble. C'est assez banal, il y a beaucoup d'hommes qui ont leur maîtresse, leur femme, mais enfin chez lui, chez un être aussi exceptionnel, c'est assez étonnant. Et il le voudra toute sa vie, c'est-à-dire que quand il se retrouvait après la guerre, et ça va au-delà de la pièce, il essaiera toujours que tout ce monde fonctionne ensemble. Et par rapport au nazisme, on peut dire que c'est quelqu'un qui a été pas courageux du tout, qui s'est trompé. On n'a jamais su trop jusqu'où a été son adhésion, parce qu'il a quitté à un moment donné quand même, il s'est retiré un peu de l'histoire, mais ça n'a jamais été très clair. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de mal, à l'inverse d'Hannah Arendt, à affirmer une position, ferme. Il n'a jamais présenté d'excuses non plus. Exactement. Son adhésion. Ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas du tout un débat philosophique. Ce qui peut faire peur, c'est qu'il s'agit de la rencontre de deux philosophes, mais c'est une vraie histoire d'amour, une histoire passionnelle, une histoire charnelle. Banale dans la teneur de l'histoire d'amour et totalement exceptionnelle parce qu'il s'agit de deux êtres exceptionnels. Mais la pièce
bien sûr, on fait référence un petit peu à la philosophie, mais beaucoup plus à la situation politique et le déchirement que c'est pour tous les deux de se rendre compte qu'ils vont s'éloigner, mais de façon radicale, puisque, et en plus Anna va être obligée de fuir l'Allemagne, et que lui, au même moment, adhère plus ou moins au parti, enfin au nazisme. Je dis plus ou moins parce qu'il a des réserves, quand même, c'est pas si évident que ça. Et donc ces deux êtres qui sont en conflit total entre une attirance plus forte que tout entre tous les deux. Enfin, c'est électrique. Dès qu'ils se revoient, ils ont envie de faire l'amour. Et puis en plus, ils s'entendent. Ils se sont quand même aussi rencontrés parce que ce sont de grandes pensées sur un niveau très élevé intellectuellement. Mais par contre, sur le plan politique, et évidemment sur le plan des événements, c'est quelque chose de totalement invraisemblable. On se demande comment Anna a pu continuer à aimer Martin en dépit de ses positions politiques. Et dans l'autre sens, c'est moins difficile à comprendre, sauf qu'il aurait pu renier ses positions politiques par amour pour Anna, ce qu'il n'a pas fait. Voilà. Donc c'est vraiment une histoire d'amour passionnel, déchiré, des allers-retours sans arrêt. Et en fait, c'est une pièce magnifique. Hein. C'est pas moi qui l'ai écrite, je peux le dire, je l'ai adaptée, mais je ne l'ai pas écrite.